Dans le Berry, à Châteauroux, en l'an 1885, Catherine Moreau, une femme de 24 ans marquée par la perte récente de son nourrisson, vivait recluse chez ses parents, considérée comme maudite par une communauté qui confondait tragédie et châtiment divin. Vincent Dubois, son fiancé, avait rompu leur fiançailles devant tous sur la place de l'église, affirmant qu'elle était marquée par la mort et ne donnerait jamais naissance à des enfants sains. Les portes de la société s'étaient fermées une à une, les invitations avaient cessé, les regards se détournaient. Mais ce que ni Catherine ni la cruelle ville de Châteauroux ne pouvaient imaginer, c'est qu'une nuit pluvieuse de juin amènerait un homme désespéré à sa porte, portant dans ses bras non seulement un bébé agonisant, mais aussi la dernière chance de rédemption pour deux cœurs brisés. L'arôme lourd du café encore vert se mêlait à l'odeur de terre humide que juin apportait dans le Berry, s'infiltrant par les fentes des fenêtres closes de la demeure des Moreau. Châteauroux se levait tôt. Comme toute ville dont la richesse naissait des plantations de café qui s'étendaient sur les collines en rangées interminables. Mais dans la petite propriété de la famille Moreau, au bord du chemin menant à l'église principale, le silence pesait comme un linceul sur les vivants. Catherine Moreau se levait toujours avant le soleil, non pas parce qu'elle avait des tâches urgentes, mais parce que le sommeil était devenu le territoire des cauchemars. Ses 24 ans semblaient porter le poids de décennies entières. Ses mains, autrefois agiles avec l'aiguille et le métier à broder qui lui valait éloge et commande de tout le village, tremblaient maintenant en tenant la tasse de café noir que sa mère, Madame Amélie, laissait sur la petite table de chevet. La chambre, jadis préparée avec tant d'amour pour accueillir le bébé, avec le berceau de pin clair que son père avait construit, les langes de coton brut brodées de petites fleurs, le châle de laine blanche qu'elle avait elle-même tricoté pendant les 9 mois d'attente, restait, porte toujours close, un mausolée au sein de leur propre maison. Catherine n'y était pas entrée depuis 3 mois, depuis ce matin de mars, où elle avait porté dans ses bras un paquet trop petit, trop silencieux, trop froid. Son corps portait encore les marques d'une maternité inachevée. Le lait qui insistait à jaillir, emplissant douloureusement ses seins à chaque aube, était comprimé par des bandeaux de lin serrés que Madame Amélie changeait 3 fois par jour, dans un rituel muet de douleur partagée. Le ventre qui s'était formé avec tant de fierté pendait maintenant flasque sous la chemise de nuit en coton épais, souvenir physique d'un rêve brisé. Catherine passait ses journées assise près de la fenêtre du salon, les mains sur les genoux, les yeux fixés sur la rue de terre battue où la vie continuait indifférente à sa tragédie. Elle voyait les femmes se rendre au marché avec des paniers au bras, les hommes monter sur leurs mules en direction des fermes, les enfants courant libres sous le soleil ardent de midi. Et elle voyait aussi les regards qui se détournaient quand on la reconnaissait à la fenêtre, les chuchotements pressés, les mères qui tiraient leurs filles de l'autre côté de la rue, comme si le malheur était contagieux. « Maudite », disait-elle. Le mot lui parvenait porté par le vent, fragmenté dans des conversations qui ne se souciaient pas d'être discrètes, marquées par la mort, châtiment divin pour quelques péchés cachés. Les matrones du village, qui lui commandaient jadis des broderies pour des trousseaux de mariage, évitaient maintenant même de mentionner son nom. Le curé, qui l'avait baptisé et lui avait donné sa première communion, détournait le regard quand elle entrait à l'église, comme si sa présence profanait l'autel. Vincent Dubois, son fiancé, avait été le premier à l'abandonner. Grand, avec une moustache bien taillée et issu d'une famille propriétaire de terres prospères, il avait promis de l'aimer dans la joie et la tristesse, dans la santé et la maladie. Mais quand Catherine était sortie de la maison de la sage-femme ce matin de mars, les bras vides et la robe tachée de sang et de larmes, elle avait trouvé Vincent sur le pas de la porte. Il ne l'avait pas embrassée, n'avait pas pleuré avec elle. Il avait seulement dit d'une voix ferme et les yeux froids « Je ne peux pas épouser une femme qui ne peut pas donner d'enfant vivant. Vous êtes marquée, Catherine, marquée par la mort. » Et il était parti, montant sur son cheval alezan, sans un regard en arrière. 3 jours plus tard, il avait annoncé ses fiançailles avec Martine Rocher, la fille du commerçant le plus riche du village.
Une jeune femme de 16 ans, saine, sans histoire, sans tache. Le mariage était prévu pour août. Catherine avait reçu la nouvelle comme on reçoit un coup de pierre, avec une douleur intense, mais sans surprise. La cruauté, elle l'avait appris, n'était qu'un autre nom pour la nature humaine quand la peur entrait en scène. Son père, monsieur Jacques Moreau, un homme simple qui travaillait comme greffier au bureau de l'état civil du village, avait vieilli de 10 ans en 3 mois. Ses épaules, autrefois droites, se courbaient maintenant sous le poids d'une honte qui n'était pas la sienne, mais que la société avait déposée sur sa maison comme si elle l'était. Madame Amélie, une femme forte qui avait toujours eu réponse à tout, ne faisait maintenant que soupirer. Elle préparait des infusions de camomille que personne ne buvait et récitait des chapelets interminables, les perles glissant entre des doigts calleux par le travail de cuisine et de couture. La maison, autrefois ouverte aux voisins, aux amis qui venaient broder ensemble les jeudis après-midi, aux amis qui rendaient visite le dimanche, était devenue une forteresse silencieuse. Les fenêtres restaient fermées même les jours de chaleur torride. Les conversations se réduisaient, et le rire, ce son qui avait jadis rempli les petites pièces accueillantes, avait complètement disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Catherine n'était pas une femme qui se rendait facilement au désespoir. Née forte, élevée pour travailler, habituée aux difficultés naturelles de ceux qui n'appartenaient pas aux grandes familles de la région. Mais il y avait des limites que même la force intérieure ne pouvait dépasser, et elle les avait atteintes. Assise près de cette fenêtre, jour après jour, elle se sentait comme une graine tombée sur un sol de pierre, sans chance de germer, destinée à pourrir oubliée. Ce qu'elle ne savait pas, en observant les nuages sombres de juin s'accumuler sur le Berry, c'est que cette nuit pluvieuse n'apporterait pas la condamnation que tous prophétisaient, mais la rédemption qu'elle n'osait plus rêver. La pluie commença à tomber en fin d'après-midi, de cette manière soudaine et violente que juin réservait au Berry. Les éclairs résonnaient entre les montagnes comme des tambours de guerre, annonçant une bataille imminente. Le vent fouettait les arbres, arrachant feuilles et branches, transformant la rude terre battue en un fleuve de boue sombre. Catherine était à son poste habituel, près de la fenêtre du salon, quand elle entendit les premiers coups à la porte. Ce n'étaient pas des coups polis, le léger contact de quelqu'un qui demande la permission d'entrer. C'étaient des coups désespérés, urgents, accompagnés d'une voix masculine qui criait entre les éclairs « Ouvrez, s'il vous plaît, ouvrez !» Mon fils est en train de mourir. Madame Amélie, qui préparait le dîner dans la cuisine, laissa tomber sa cuillère en bois. Monsieur Jacques, qui lisait le journal de la capitale à la lumière de la lampe à pétrole, se leva effrayé. Mais ce fut Catherine qui bougea la première. Quelque chose dans cette voix, le désespoir absolu, la reddition totale face à la mort imminente, toucha une corde en elle qui était restée muette pendant 3 mois. C'était le son de la même terreur qu'elle avait connue. La terreur de tenir dans ses bras la vie qui s'échappe et de ne rien pouvoir faire. Elle ouvrit la porte. La pluie entrait torrentiellement, mouillant le plancher de larges planches, amenant avec elle un homme grand, trempé, en vêtements fins, complètement ruiné par la boue et l'eau. Mais ce ne fut pas lui que Catherine vit en premier. Ce fut le paquet qu'il serrait contre sa poitrine, protégé comme si c'était la dernière chose sacrée au monde. Un petit paquet enveloppé de tissu blanc déjà taché, d'où venait un faible sanglot, entrecoupé. Le sanglot de quelqu'un qui n'a plus la force de crier. « Mon fils !» dit l'homme, et sa voix se brisa. « Mon fils a une forte fièvre depuis hier, il a 15 jours de vie. Sa mère est morte, il y a 1 semaine de fièvre puerpérale. Il ne peut téter aucune nourrice. Ils ont déjà amené 4 femmes différentes. Il refuse, vomit, pleure, jusqu'à s'évanouir d'épuisement. Le médecin a dit que s'il ne tète pas bientôt, il mourra avant l'aube. C'est alors que Catherine le reconnut. Henri de Montaigne, le baron, comme la population l'appelait, descendant direct de la noblesse, propriétaire de la plus grande plantation de café du Berry, le domaine Saint-Sébastien. Elle l'avait vu de loin quelquefois,
toujours impeccable dans ses costumes de lin blanc, monté sur son cheval arabe, entouré d'employés respectueux et de dames qui se disputaient son attention. Un homme au-dessus d'elle dans tous les sens imaginables. Naissance, fortune, éducation, position sociale. Mais à ce moment-là, trempé et désespéré à la porte de sa maison humble, avec un bébé agonisant dans les bras, il n'était plus baron. Il n'était qu'un père terrifié. Ils ont dit au village, continua Henri, les yeux sombres fixés sur Catherine avec une intensité qui la traversait. Ils ont dit que vous avez perdu un bébé il y a peu de temps, que vous avez encore, que vous pouvez encore. Il ne put terminer la phrase. Ce n'était pas nécessaire. Le corps de Catherine répondait déjà avant que son esprit ne traite complètement la demande. Ses seins, comprimés sous les bandeaux de lin, commencèrent à élancer douloureusement. Le lait, qui pendant 3 mois n'avait été qu'une source d'agonie physique, criait pour sortir, pour remplir le but pour lequel il avait été créé. « Entrez !» dit-elle, et sa voix la surprit elle-même par sa fermeté. « Faites entrer l'enfant. » Madame Amélie fit un pas en avant, le visage masqué par l'inquiétude. « Catherine, ma fille, vous ne devriez pas... »« Mère !» interrompit Catherine, et il y avait quelque chose dans son ton qui fit taire la femme immédiatement. Apportez des serviettes propres, de l'eau tiède, allumez plus de lampes dans la cuisine. J'aurai besoin de lumière. Henri entra en titubant, laissant une traînée d'eau et de boue sur le sol que Madame Amélie maintenait toujours impeccable. Mais personne ne s'en soucia. Il suivit Catherine jusqu'à la cuisine, où la chaleur du poêle à bois créait un contraste accueillant avec la tempête dehors. Avec des mains qui ne tremblaient pas, et cela la surprit, Catherine prit le bébé de ses bras. Le paquet était trop léger, d'une légèreté effrayante. Elle écarta les linges humides et vit le petit visage rouge, les petits yeux fermés avec force, la petite bouche ouverte dans un cri silencieux de pur épuisement. La peau brûlait de fièvre, le minuscule corps tremblait. « Comment s'appelle-t-il » demanda Catherine en commençant à déshabiller le bébé de ses vêtements mouillés. « Michel » répondit Henri, la voix rauque. « Michel de Montaigne. » Catherine hocha la tête. Madame Amélie apporta une bassine d'eau tiède et des serviettes propres. Avec des mouvements précis, Catherine baigna le bébé, le nettoyant de la sueur et de la saleté, parlant doucement tout le temps. « Calme-toi, petit, calme-toi. Tout va bien maintenant. Tu vas aller bien. » Puis, s'asseyant sur le fauteuil à bascule de sa grand-mère, Catherine détacha les bandeaux qui comprimaient ses seins. La douleur fut immédiate et intense lorsque le lait commença à jaillir, tachant sa chemise de nuit. Mais c'était une douleur différente, une douleur avec un but. Elle rapprocha le bébé, guidant la minuscule bouche jusqu'à son sein gauche. Pendant un moment terrifiant, Michel ne réagit pas. Il resta juste là, immobile, trop chaud, respirant avec difficulté. Catherine sentit la panique monter à sa gorge. Non. Non, pas encore. Elle n'allait pas perdre un autre enfant, pas cette nuit-là. « Allez, Michel !» murmura-t-elle, et sa voix portait 3 mois de douleur contenue, de lait gaspillé, de buts volés. « Allez, mon petit, je suis là, je ne te laisserai pas partir. » Et puis, comme si ces mots portaient une sorte de magie ancestrale, le bébé ouvrit la bouche et commença à téter. Faiblement au début, puis avec plus de force. Le silence qui tomba sur la cuisine était le silence de ceux qui sont témoins d'un miracle. Henri, toujours debout, les mains serrées en poing le long de son corps, laissa échapper un sanglot. Monsieur Jacques, qui observait depuis la porte, s'essuya les yeux discrètement. Madame Amélie fit le signe de la croix et murmura une prière de gratitude. Catherine regardait simplement le bébé dans ses bras. Le petit visage, auparavant tordu de douleur, s'apaisait. Les pleurs avaient cessé. Les petites mains, qui s'agitaient désespérément, s'agrippaient maintenant à sa chemise de nuit, tenant comme on s'accroche à la vie. Et le lait, ce lait qui pendant 3 mois n'avait été qu'un symbole de perte, accomplissait enfin son destin. Des larmes coulaient sur le visage de Catherine, mais elle ne les essuya pas. Elle les laissa tomber, mouillant les cheveux noirs de Michel, baptisant ce moment du sel de sa douleur transformée. Car à cet instant, quelque chose en elle, qui était mort depuis mars, recommença à respirer.
Dehors, la tempête rugissait, mais à l'intérieur, dans cette humble cuisine, éclairée par des lampes vacillantes, un bébé tétait et une femme renaissaient. Michel téta jusqu'à s'endormir. Le petit corps enfin détendu contre la poitrine de Catherine. La fièvre brûlait encore, mais ce n'était plus cette chaleur désespérée d'avant. Henri était resté debout tout le temps, immobile comme une statue, observant. Lorsque Catherine leva enfin les yeux vers lui, elle vit des larmes silencieuses couler sur ce visage aristocratique, marqué par une barbe de 3 jours et de profondes cernes de quelqu'un qui n'avait pas dormi depuis des semaines. « Il a accepté », dit Henri, et sa voix était empreinte d'une pure incrédulité. Après 4 nourrices différentes, après 8 jours à essayer, à pleurer jusqu'à s'évanouir, il a accepté. Catherine arrangea les linges autour de Michel, le protégeant du froid que la nuit pluvieuse apportait. « Il avait faim, dit-elle simplement. Et parfois, monsieur de Montaigne, il ne s'agit pas de qui offre, il s'agit de quand nous sommes prêts à accepter. » Henri la fixa, puis la regarda vraiment pour la première fois. Il vit une jeune femme aux cheveux châtain foncé, attachée en un chignon simple, au visage sans fard, mais aux traits délicats, des yeux en amande qui portaient une tristesse ancienne, mais aussi une force qu'il reconnaissait car il la ressentait en lui-même. Il vit les mains calleuses de celle qui travaille, la robe simple en coton déjà délavée, la maison humble autour, et il vit aussi quelque chose de plus, la dignité. Cette chose rare qui ne s'achète pas, ne s'hérite pas, on l'est simplement. « Madame Catherine, dit-il, et il y avait de la révérence dans sa voix. Mon fils aura besoin de téter à nouveau dans quelques heures, puis encore et encore. Il n'a que 15 jours. Il ne pourra pas prendre de lait de vache ou de formules artificielles avant des semaines, et il n'accepte clairement aucune autre femme. » Catherine savait ce qui allait arriver avant même qu'il ne parle, et son cœur, cet organe qui avait passé 3 mois à fonctionner uniquement par obligation biologique, commença à battre plus vite. « Venez au domaine Saint-Sébastien, » dit Henri. Et ce n'était pas un ordre, c'était une demande, la demande d'un homme qui comprenait parfaitement qu'il implorait la miséricorde. « Soyez la nourrice de Michel, vivez là-bas, prenez soin de lui, nourrissez-le. Je paierai n'importe quelle somme que vous fixerez. Votre famille aura tout ce dont elle a besoin, mais, s'il vous plaît, ne laissez pas mon fils mourir. » Le silence pesa. Madame Amélie et Monsieur Jacques échangèrent des regards. La société de Châteauroux la considérait déjà comme maudite. Mais si une femme célibataire, sans mariage, allait vivre dans le domaine d'un veuf récent, les langues acérées auraient du combustible pour des années de médisance. La réputation des Moreau, déjà entachée, serait complètement détruite. Mais Catherine regarda le bébé endormi dans ses bras, ce petit visage qui commençait à retrouver une couleur saine, ses petites mains qui s'accrochaient encore à sa chemise de nuit, et ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. Un but, une raison de se réveiller, un motif pour le lait que son corps insistait à produire. « J'y vais, dit-elle, et sa voix était ferme. « Catherine !» Madame Amélie fit un pas en avant. « Ma fille, pensez à ce qu'on dira de vous. Si vous allez vivre seule avec lui... »« Je ne serai pas seule, mère, » interrompit Catherine. « Je serai avec un enfant qui a besoin de moi, avec un bébé qui mourra si je n'y vais pas. » Elle regarda directement Henri. « Et j'y vais en toute conscience, car je sais exactement pourquoi j'y vais. Pour sauver une vie. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Ils le disent déjà depuis mars. » Henri ferma brièvement les yeux et quand il les rouvrit, il y avait quelque chose en eux qui n'était pas là avant. De la gratitude, oui, mais aussi du respect. Un respect qu'il avait rarement accordé à quiconque, encore moins à une femme de la classe ouvrière de Châteauroux. « Aujourd'hui même ?» demanda-t-il. « La pluie est forte, mais j'ai une voiture fermée. Je peux vous protéger. » Catherine regarda ses parents. Elle vit la peur dans les yeux de sa mère, mais aussi autre chose, la compréhension. Madame Amélie savait ce que c'était de porter du lait sans avoir de bébé à nourrir. Elle connaissait la douleur physique et émotionnelle que cela causait. Et peut-être,
Juste peut-être, comprenait-elle que sa fille en avait plus besoin que cet enfant. « Va, ma fille, dit madame Amélie, la voix nouée, va faire ce pour quoi tu es née. » 1 heure plus tard, Catherine Moreau montait dans la voiture des Montaigne avec un petit baluchon de vêtements et un bébé endormi dans les bras. La pluie continuait sans relâche, transformant les routes en rivières de boue, mais à l'intérieur de la voiture, protégée par de lourds rideaux de velours, elle se sentait étrangement en sécurité. Henri chevauchait à l'extérieur, refusant d'entrer dans la voiture. « Ce serait inapproprié », avait-il dit avant de monter. « Vous venez par nécessité, non par choix personnel. Votre réputation est déjà compromise par la cruauté des autres. Je ne l'aggraverai pas par ma négligence. » Et c'est ainsi, par cette nuit pluvieuse de juin 1885, que Catherine Moreau, la femme maudite de Châteauroux, franchit les portes de fer du domaine Saint-Sébastien, portant dans ses bras non seulement un bébé qui avait besoin d'elle, mais aussi la première étincelle d'espoir qu'elle ressentait depuis qu'elle avait enterré son propre fils 3 mois auparavant. Elle ne le savait pas encore, mais elle traversait aussi vers une vie complètement différente, vers un amour qui naîtrait de l'endroit le plus improbable, et vers un avenir qui transformerait non seulement son destin, mais le sens de la famille, de la maternité et de l'appartenance. Le domaine Saint-Sébastien se révéla à travers la pluie comme une apparition d'un autre monde. La voiture traversa une longue allée de palmiers royaux qui se courbaient sous le vent. Puis, elle passa devant d'immenses aires de séchage, où le café séchait les jours normaux, maintenant couvertes de bâches fixées avec des pierres. La grande maison apparut au loin, imposante construction de 2 étages en pierre et chaux, avec de larges vérandas soutenues par des colonnes, de hautes fenêtres avec des persiennes en bois noble, un toit de tuiles françaises qui brillait sous la pluie. Catherine sentit sa poitrine se serrer. Ce n'était pas seulement une ferme, c'était un empire en miniature. Combien d'esclaves auraient travaillé là avant l'abolition encore en discussion? Combien de vies avaient soutenu cette richesse? Et elle, fille de greffier, élevée dans une maison de 3 pièces, était sur le point d'entrer là, comme quoi exactement? Employée, nourrice, sauveuse d'héritiers. La voiture s'arrêta devant un large escalier. Henri descendit rapidement, couvert de boue jusqu'aux genoux, et ouvrit la porte. « Attention aux marches !» dit-il en offrant sa main. « Elles sont glissantes. » Catherine descendit, tenant Michel d'un bras et acceptant son soutien de l'autre. La main d'Henri était grande, calleuse, malgré sa position aristocratique, ferme. Il la guida jusqu'à la véranda couverte, où ils furent enfin protégés de la pluie. La porte principale s'ouvrit avant qu'il ne frappe. Une femme noire, d'âge moyen, les cheveux gris attachés en un chignon, une robe sombre et un tablier d'une blancheur immaculée, écarquilla les yeux en voyant Henri trempé et la femme inconnue avec le bébé dans les bras. « Monsieur Henri, Dieu merci, vous êtes bien arrivé. » Elle regarda Michel endormi, et ses mains se posèrent sur sa poitrine. « Le garçon est vivant, Bénédicte, » répondit Henri, et sa voix se brisa un peu. « Il a tété. Pour la première fois en 8 jours, il a tété. » Bénédicte fit le signe de la croix. « La Sainte Vierge a entendu nos prières. » Puis elle regarda Catherine, l'évaluant, mais non hostile. « Je suis Catherine Moreau, » se présenta-t-elle, gardant sa posture droite malgré la fatigue. « Je suis venue m'occuper du bébé. »« Et elle le fera très bien, » ajouta Henri fermement. « Bénédicte, préparez la chambre à côté de la mienne, la plus proche. Madame Catherine devra avoir un accès facile pendant la nuit. Si Bénédicte trouva cela inapproprié, elle ne le montra pas. » Elle hocha simplement la tête et monta les escaliers. Henri conduisit Catherine à travers un hall impressionnant. Un plancher de larges planches de palissandre, des meubles d'époque, des tableaux à l'huile sur les murs, représentant des scènes rurales et des portraits de famille, des lustres de cristal qui scintillaient à la lumière des lampes. Ils montèrent le grand escalier. Le couloir du 2e étage avait des portes des 2 côtés, toutes fermées, sauf une au bout. Henri la guida jusqu'à là.
La chambre qu'ils trouvèrent était spacieuse, avec un lit à baldaquin, une armoire en bois noble, une coiffeuse avec un miroir ovale, des chaises rembourrées et, à la surprise de Catherine, une immense fenêtre avec vue sur les plantations de café, invisible maintenant dans l'obscurité de la nuit pluvieuse, mais certainement magnifique sous le soleil. « Cette chambre appartenait à ma sœur, » dit Henri. « Elle s'est mariée il y a 5 ans et vit à Paris. Elle ne vient pas ici souvent, elle est à vous maintenant. » Catherine voulut dire que c'était trop, qu'elle n'avait pas besoin de temps, qu'une chambre de femme de chambre suffirait. Mais avant qu'elle ne parle, Bénédicte entra, portant des serviettes propres, une carafe d'eau fraîche et des vêtements de nuit. « La baignoire est en préparation dans la salle de bain, » annonça-t-elle. « Madame voudra-t-elle se nettoyer et se changer? Laissez le garçon avec moi pendant que non. » Le mot sortit trop fermement, presque rudement. Catherine adoucit son ton. « Désolé, mais je ne peux pas le laisser encore. Il peut se réveiller affamé à tout moment. Et si je ne suis pas là ?» Bénédicte et Henri échangèrent un regard. Ce fut lui qui parla. « Alors nous nous laverons ici même. » Bénédicte apportait une grande bassine, de l'eau tiède, du savon et quelque chose pour que Madame Catherine mange. Elle n'a pas dû dîner encore. 15 minutes plus tard, Catherine était seule dans la chambre. Une bassine d'eau tiède fumait sur un support. Il y avait une chemise de nuit propre, en coton fin sur le lit, certainement de l'ancienne propriétaire de la chambre, car elle était d'une qualité bien supérieure à tout ce que Catherine n'avait jamais possédé. Et un plateau avec du pain frais, du fromage, des tranches de jambon, de la pâte de coin et du café chaud sur la petite table. Michel dormait dans un berceau improvisé, fait de coussins et d'oreillers disposés sur le lit, entouré pour qu'il ne roule pas. Catherine se baigna rapidement, le corps endolori par la tension des dernières heures, les seins encore sensibles, mais soulagés après la tétée. Elle enfila la chemise de nuit, qui sentait la lavande, et avait de délicates broderies au col, et s'assit pour manger. La nourriture était délicieuse, mais elle parvenait à peine à en sentir le goût. Son esprit traitait encore tout ce qui s'était passé. Quelques heures auparavant, elle était à cette fenêtre sans but, sans avenir. Maintenant, elle était dans un domaine qui ressemblait à un palais, dans une chambre plus grande que le salon de sa maison, responsable de maintenir en vie l'héritier d'une des familles les plus riches du Berry. Et, étrangement, pour la première fois en 3 mois, elle sentait qu'elle était là où elle devait être. Les premiers jours furent un ajustement prudent. Michel se réveillait toutes les 3 heures, réclamant de la nourriture, et Catherine y répondait toujours promptement. Henri frappait à la porte avant chaque tétée, demandait si elle avait besoin de quelque chose, remerciait d'une voix nouée et se retirait. Ils échangeaient peu de mots. Il était visiblement épuisé, non seulement physiquement, mais émotionnellement. Catherine apprit par Bénédicte que son épouse, Julie, était morte il y a seulement 2 semaines. Fièvre puerpérale, raconta la gouvernante en changeant les draps du berceau le lendemain matin. Elle a commencé 3 jours après l'accouchement. Fièvre, frissons, douleur, le médecin a tout essayé, elle a tenu 5 jours. Elle n'a même pas pu tenir le garçon correctement. Elle n'avait pas de lait. Monsieur Henri est anéanti. Ils étaient mariés depuis seulement 1 an. L'information frappa Catherine comme un coup de poing dans l'estomac. 1 an. Julie n'avait eu qu'1 an de mariage avant de mourir en donnant la vie. Et Henri, à 32 ans, avait perdu sa femme et failli perdre son fils. Il n'était pas étonnant qu'il marche dans la maison comme un fantôme. Le visage toujours grave, les épaules courbées sous un poids invisible. Le 3e jour, Michel montra une nette amélioration. La fièvre avait complètement disparu. Il tétait avec vigueur. Ses petits yeux commençaient à s'ouvrir et à se fixer sur les visages autour de lui. Ses petites mains ne tremblaient plus de faiblesse. Catherine lui chantonnait des berceuses que sa mère lui avait apprises pendant qu'elle l'allaitait. Et elle réalisa qu'elle ne faisait pas seulement nourrir ce bébé. Elle se soignait aussi. Henri commença à rester plus longtemps dans la chambre pendant les tétées. Il s'asseyait dans le fauteuil près de la fenêtre, observant en silence. Au début, Catherine était tendue,
mal à l'aise avec ce regard fixe, mais elle réalisa progressivement qu'il ne l'observait pas avec malice ou désir. Il observait avec gratitude, avec quelque chose d'approchant la révérence. « Il va beaucoup mieux », dit Henri le 5e jour, brisant enfin l'un des longs silences. Les cernes ont diminué. Sa peau est saine. Il est vivant. « Oui », acquiesça Catherine, arrangeant Michel, qui venait de téter et bâillait maintenant, somnolent. « Et il restera ainsi. »« Comment le savez-vous » Elle leva les yeux vers lui. « Parce que je ne permettrai rien d'autre. » Quelque chose changea sur le visage d'Henri. Une tension qu'il portait, peut-être depuis que sa femme était tombée malade, peut-être même avant, commença à se défaire. « Vous avez perdu un enfant ?» dit-il, et ce n'était pas une question. Catherine sentit l'air lui manquer momentanément. Elle respira profondément. « Oui, il y a 3 mois. Il est né avec le cordon ombilical enroulé autour du cou. Il est mort dans les premières minutes de sa vie. Il n'a même pas pleuré. Je suis désolé. Moi aussi. » Elle regarda Michel. « Mais peut-être est-il mort parce qu'il y avait un autre bébé qui aurait besoin de moi. Peut-être que tout a un but, même quand nous ne pouvons pas le voir. » Henri ferma brièvement les yeux, comme si ces mots avaient touché quelque chose de profond. « Julie ne voulait pas tomber enceinte tout de suite, » confessa-t-il, la voix basse et chargée de culpabilité. « Les médecins disaient qu'elle avait des problèmes cardiaques, qu'une grossesse serait risquée, mais j'ai insisté. Je voulais un héritier, je voulais un enfant, et maintenant elle est morte par ma faute. » Catherine ne répondit pas immédiatement. Elle plaça Michel dans le berceau, s'assurant qu'il était confortable, et seulement alors se tourna vers Henri. « Vous n'avez pas tué votre femme, » dit-elle avec fermeté. « La fièvre puerpérale tue des femmes fortes et en bonne santé. Elle tue aussi des princesses et des paysannes. C'est une tragédie, pas un meurtre, et porter la culpabilité ne la ramènera pas, tout comme ma culpabilité n'a pas ramené mon fils. Vous vous sentez coupable ?» demanda Henri, surpris. « De ce qui est arrivé à votre bébé ?» Je me sentais coupable. Je me posais toutes les questions. Qu'ai-je mangé pendant la grossesse? Ai-je trop travaillé? Ai-je monté les escaliers trop vite? Dieu me punissait-il pour un péché que je ne savais même pas avoir commis? Elle fit une pause. Mais la culpabilité sans fondement n'est qu'un autre nom pour le martyr, et les martyrs ne peuvent pas prendre soin des vivants. Henri la fixa longuement, puis, pour la première fois depuis que Catherine était arrivée dans cette maison, il sourit. Ce n'était pas un grand sourire, ni particulièrement joyeux, mais il était sincère. « Vous êtes sage, Madame Catherine. »« Non, j'ai simplement assez souffert pour savoir que la souffrance sans but ne sauve personne. » Cette conversation marqua un changement. À partir de ce moment-là, Henri commença à rester plus longtemps dans la chambre, non seulement pendant les tétés, mais aussi après. Il parlait de petites choses au début, le temps, les plantations de café, la gestion du domaine, puis de choses plus importantes, leur famille, leurs histoires, leurs peines. Catherine découvrit qu'Henri avait hérité du domaine à 25 ans, lorsque ses parents étaient morts de la fièvre jaune à quelques mois d'intervalle, qu'il avait étudié à Bordeaux, mais ne s'était jamais senti entièrement français, malgré sa noble lignée, qu'il aimait cette terre, avec une passion qui frôlait l'obsession, qu'il travaillait aux côtés des employés dans les champs, refusant d'être un simple administrateur distant. Henri découvrit que Catherine avait appris à lire et à écrire avec son père, chose rare pour les femmes de sa classe, qu'elle lisait tout ce qui lui tombait sous la main. De vieux journaux, des livres empruntés, des feuilletons qu'elle obtenait d'amis, qu'elle rêvait de voyager à Paris un jour, de connaître la mer, qu'elle avait des mains habiles pour toutes sortes d'artisanats, mais que son véritable talent était avec les plantes médicinales qu'elle avait apprises de sa grand-mère. Le rapprochement se fit progressivement, comme une source qui trouve son chemin à travers les pierres, lentement mais inévitablement. La 6e semaine, Michel était déjà fort et en bonne santé, ses petits yeux vifs suivant les mouvements, ses petites mains agrippant les doigts avec une force surprenante. C'était un dimanche matin, et Catherine était sur la véranda de la chambre, essayant d'ouvrir la fenêtre bloquée.
Le bois avait gonflé avec les pluies de juillet et ne cédait pas. « Laissez-moi vous aider », proposa Henri, qui passait par le couloir. Il entra dans la chambre, toujours accompagné de Bénédicte, qui changeait les draps, gardant les convenances, et se plaça à côté de Catherine, près de la fenêtre. Il dut se courber un peu pour atteindre le loquet supérieur. Catherine tenta de s'écarter, de lui donner de l'espace, mais il dit « Tenez ici en bas. Quand je tirerai le loquet, poussez vers l'extérieur. » Elle obéit. Ils se tenaient côte à côte, les bras tendus vers la fenêtre. Henri tira le loquet avec force. Catherine poussa. La fenêtre s'ouvrit soudainement, et l'élan les fit tous deux perdre l'équilibre. La main d'Henri attrapa instinctivement la taille de Catherine pour l'empêcher de tomber. Sa main, à elle, se posa sur sa poitrine, cherchant un appui. Le moment ne dura que quelques secondes, peut-être même moins, mais ce fut suffisant pour que Catherine sente la chaleur traversant le tissu fin de la robe, la solidité de son corps, l'odeur de savon et quelque chose de plus, quelque chose de masculin et de troublant. Suffisant pour qu'Henri sente la délicatesse de sa taille sous sa main, perçoive comment elle s'ajustait parfaitement contre son corps, remarque le léger parfum de lavande dans ses cheveux. Tous deux s'éloignèrent immédiatement, trop vite pour être naturels. Henri s'éclaircit la gorge. « La fenêtre est ouverte maintenant. »« Oui, merci. » La voix de Catherine sortit étrange, aiguë. Bénédicte, qui avait tout vu, restait occupée à plier les draps. Mais Catherine aurait juré avoir vu un sourire discret au coin des lèvres de la gouvernante. Henri sortit rapidement, murmurant quelque chose sur son travail au bureau. Catherine resta immobile, là où elle était, le cœur battant à tout rompre, la taille encore chaude là où il l'avait touchée. Ce n'était rien, se dit-elle, juste un geste de gentleman, l'empêchant de tomber. Cela ne signifiait rien. Mais la nuit, quand elle était seule dans son lit, Catherine se surprit à repasser ce moment, la force de ses mains, la rapidité avec laquelle il l'avait stabilisée, la façon dont ses yeux avaient rencontré les siens pendant une fraction de seconde, sombre et intense avant de se détourner, et elle reconnut avec terreur et fascination, à parts égales, que quelque chose avait changé, quelque chose de dangereux, quelque chose qui ne devait pas, ne pouvait pas arriver, parce qu'elle était une employée et il était un baron. Elle était la maudite de Châteauroux. Il était un veuf récent. Elle était là pour prendre soin de son fils, non pour développer des sentiments complètement inappropriés et absurdes. Mais les sentiments, Catherine l'apprenait, ne respectent pas la logique. Ils existent simplement et poussent comme des graines en terre fertile, même lorsqu'ils n'ont pas été invités à germer. 2 mois après son arrivée, août arriva, apportant le froid sec caractéristique de l'hiver dans le Berry. Les matins se levaient recouverts d'une brume épaisse qui ne se dissipait qu'en fin de matinée. Michel, maintenant âgé de 3 mois, était un bébé joyeux et en bonne santé, qui souriait déjà à Catherine et commençait à émettre des sons de contentement. Henri avait établi une nouvelle routine. Après le dîner, il venait dans la chambre de Catherine, toujours la porte ouverte, toujours Bénédicte à proximité, et tenait Michel quelques minutes. Il parlait à son fils, lui racontait son travail de la journée, ses projets d'avenir. Et Michel le regardait avec cette attention intense que les petits bébés ont, comme s'ils comprenaient chaque mot. Lors d'une de ces nuits, Michel s'endormit dans les bras de son père. Henri resta immobile, regardant ce petit visage paisible, et Catherine vit des larmes couler silencieusement sur son visage. « Monsieur Henri » l'appela-t-elle doucement. Il ne répondit pas immédiatement, il continua simplement à regarder Michel, les larmes tombant sans bruit, sans sanglots, juste une douleur pure s'échappant d'un barrage qui était resté fermé trop longtemps. « Julie ne l'a jamais tenu comme ça, » dit-il finalement d'une voix nouée. « Elle avait trop de fièvre, trop faible, il est né et la sage-femme l'a placé dans mes bras parce que sa mère ne pouvait pas. Elle l'a regardé une seule fois avant que la fièvre n'empire. Une seule fois, et puis elle m'a regardé et a dit « Prends soin de lui, Henri, promets de prendre soin de lui », comme si elle savait, comme si elle faisait déjà ses adieux. Catherine sentit sa poitrine se serrer, s'approcha lentement, s'asseyant à côté de lui dans le large fauteuil. « Vous avez promis ?»
J'ai promis, bien sûr que j'ai promis. Mais ensuite il a commencé à dépérir, refusant toutes les nourrices, pleurant sans arrêt. Et j'ai pensé que j'allais perdre les deux, mère et fils, tout d'un coup, que ma promesse ne vaudrait rien, parce que je ne savais pas comment le sauver. Mais vous l'avez sauvé, dit Catherine fermement. Quand vous êtes venu me chercher cette nuit-là, sous la pluie, désespéré mais sans abandonner, c'est ce qui l'a sauvé. Ne pas permettre au désespoir de se transformer en résignation, lutter jusqu'au dernier souffle. Henri la regarda enfin. Ses yeux étaient rouges, le visage marqué par une douleur qu'il gardait cachée de tous. « Vous l'avez sauvé, n'est-ce pas ?»« Nous l'avons sauvé, » corrigea Catherine. « Vous avez eu le courage de traverser la nuit. J'avais du lait à lui offrir. Ce fut un effort conjoint. » Il soutint son regard longuement. Là, dans cette douce lumière de la lampe, avec leur fils endormi entre eux, quelque chose passa entre Catherine et Henri. Ce n'était pas seulement de la gratitude, ce n'était pas seulement de la camaraderie, c'était une reconnaissance. La reconnaissance de deux âmes blessées qui avaient trouvé l'une dans l'autre non pas une guérison complète, mais une compagnie pour porter leurs cicatrices. « Elle vous manque ?» demanda Catherine, car elle avait besoin de savoir. Elle avait besoin de comprendre où elle se situait dans cette histoire. « L'idée d'elle me manque, » répondit Henri, avec une honnêteté qui la surprit. « Nous nous sommes connus il y a seulement 2 ans. Nous nous sommes mariés trop vite, sous la pression familiale, par commodité, parce qu'il était temps. Je la respectais, je l'aimais bien. Mais le véritable amour, celui qui, dit-on, transcende tout, je ne sais pas si nous avons eu le temps de le construire. Et cela me remplit de culpabilité aussi, car elle est morte en me donnant un enfant, et je ne sais pas si je l'aimais comme je l'aurais dû. » La crue honnêteté de cette confession coupa le souffle à Catherine. Les hommes de sa classe ne parlaient pas ainsi, n'admettaient pas de doute, ne révélaient pas de faiblesse, mais Henri était là, dévêtu de tout masque social, juste humain, juste fragile. « L'amour se construit, dit-elle doucement. Il ne n'est pas tout prêt. Peut-être que vous étiez en train de le construire et que le temps a été trop court pour terminer l'œuvre. Cela ne diminue pas ce que vous aviez. Cela signifie simplement que c'était un début, pas une fin. »« Et votre fiancé ?» demanda Henri. « Vincent, n'est-ce pas? Vous vous aimiez ?» Catherine réfléchit attentivement avant de répondre. « Je le croyais. Il était beau, bien placé socialement. Il m'a courtisé avec de belles paroles. Mais quand j'ai eu besoin de lui, au moment le plus sombre, il m'a tourné le dos. Alors, je ne pense pas que ce fût de l'amour, c'était de la commodité déguisée en romance. Il était fou, dit Henri, et il y avait de la colère dans sa voix. Vous abandonnez pour quelque chose qui n'était pas votre faute. Vous appelez maudite quand n'importe qui avec des yeux peut voir que vous êtes exactement le contraire. » Catherine sentit la chaleur monter à son visage. « Je ne suis rien de spécial. »« Mensonge !» Le mot sortit fermement. « Vous êtes extraordinaire. Vous prenez un bébé moribond d'un homme inconnu au milieu de la nuit. Vous traversez les portes d'un domaine où vous serez jugé, où votre réputation sera encore plus détruite. Vous faites tout cela sans rien demander en retour, sauf la chance de prendre soin, sans rancune, sans amertume, juste une pure bonté. Si cela n'est pas extraordinaire, Catherine, alors je ne sais pas ce que ce serait. » C'était la première fois qu'il l'appelait simplement par son prénom, sans le titre formel. Et quelque chose, à ce moment-là, peut-être l'heure tardive, peut-être l'intimité de la scène, peut-être la vulnérabilité partagée, fit oublier à Catherine toutes les raisons pour lesquelles cela était dangereux, inapproprié, impossible. « Je suis ici parce que je dois être là, » dit-elle doucement. « Parce que mes bras étaient vides et qu'il avait besoin d'être tenu, parce que mon cœur était mort et qu'il l'a fait battre à nouveau. Sauver Michel m'a sauvé aussi. » Henri tendit sa main libre, celle qui ne tenait pas son fils, et toucha légèrement le visage de Catherine, juste ses doigts sur ses joues, mais ce fut un geste d'une tendresse si profonde qu'elle sentit les larmes monter. « Merci, » murmura-t-il. « Pour lui, pour moi, pour ne pas avoir abandonné nous. » Ils restèrent ainsi, elle assise à côté de lui et leur fils, car Michel semblait être à eux deux maintenant,
non seulement à lui, dormant entre eux, le toucher léger, mais chargé de signification, jusqu'à ce que Bénédicte entre discrètement pour annoncer qu'il était temps de mettre Michel au berceau. Mais après cette nuit, tous deux savaient que quelque chose avait changé irréversiblement. La distance respectueuse qu'ils maintenaient commença à se réduire. Les regards duraient plus longtemps, les conversations s'approfondissaient, et le sentiment que ni l'un ni l'autre n'osait nommer commença à croître comme un lilas qui fleurit contre toute attente, colorant d'un violet vibrant un monde qui semblait auparavant n'être que gris. Octobre arriva, ramenant de fortes pluies, et avec elle le 5e mois de Catherine au domaine Saint-Sébastien. Michel, maintenant âgé de 6 mois, s'asseyait déjà seul, balbutiait des sons qui ressemblaient presque à des mots et riait de grands éclats de rire contagieux chaque fois que Catherine ou Henri lui faisaient des grimaces. La relation entre Catherine et Henri s'était approfondie en couches subtiles, mais indéniables. Il avait commencé à lui demander son avis sur les décisions du domaine. Elle avait suggéré des changements dans le potager et les jardins. Ils dînaient souvent ensemble maintenant, toujours avec Bénédicte présente, toujours en gardant les convenances, mais indéniablement ensemble. Tout le domaine l'avait remarqué. Les employés traitaient Catherine non pas comme une simple nourrice, mais comme quelque chose d'approchant la maîtresse de maison. Et elle, sans s'en rendre pleinement compte, assumait ce rôle avec naturel. Ce fut un après-midi pluvieux d'octobre que tout éclata avec une clarté impossible à ignorer. Henri entra dans la chambre de Catherine plus tôt que d'habitude, les cheveux mouillés par la pluie, portant un grand paquet sous le bras. « Je vous ai apporté quelque chose, dit-il. » Et il y avait dans sa voix une nervosité qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Il ouvrit le paquet sur le lit. À l'intérieur se trouvait une robe en soie bleu marine avec des détails en dentelle blanche au col et au poignet. Une pièce d'une qualité extraordinaire, clairement chère, clairement faite sur mesure. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Catherine sans comprendre. « Le domaine Saint-Sébastien recevra des visiteurs importants la semaine prochaine. Le baron de Châteauroux et sa famille, de grands propriétaires terriens de la région. C'est un engagement social que je ne peux éviter. » Et moi, il hésita. « J'aimerais que vous dîniez avec nous comme mon invité, comme faisant partie de cette maison. » Catherine sentit l'air lui manquer. « Monsieur Henri, ce serait totalement inapproprié. Je suis... Vous êtes la femme qui a sauvé mon fils, l'interrompit-il fermement. La femme qui a ramené la vie dans cette maison. » Et il s'arrêta, luttant visiblement avec les mots. « Et vous êtes importante pour moi. Plus importante que vous ne devriez l'être, plus que ce qui est censé, mais c'est la vérité, et je ne ferai plus semblant que ce n'est pas le cas. » Le cœur de Catherine s'emballa. « Nous ne pouvons pas, vous savez que nous ne pouvons pas. » Pourquoi? Parce que la société le dit, la même société qui vous a traité de maudite injustement, qui vous a rejeté quand vous aviez le plus besoin de soutien. Pourquoi devrions-nous nous soucier de ce que ces gens pensent? Parce que vous avez un fils, vous avez un domaine, vous avez un nom à préserver, et je n'ai rien de tout cela. Je ne suis qu'une... Ne finissez pas cette phrase, dit Henri, la voix basse mais intense. Il fit un pas vers elle. Vous n'êtes pas seulement rien, vous êtes Catherine Moreau. Vous êtes forte, intelligente, bonne, courageuse, et vous méritez d'être traitée comme la femme extraordinaire que vous êtes, pas comme une employée cachée. Vous confondez la gratitude avec... Avec quoi, l'amour? Il prononça le mot, le dit enfin, et il resta suspendu entre eux comme un cristal fragile. Parce que si c'est ce que je confonds, Catherine, alors je suis heureux de la confusion. Parce que je me réveille en pensant à vous. Je passe la journée à attendre le moment où je pourrai vous revoir. Je m'endors en imaginant que vous êtes là dans la chambre d'à côté et en souhaitant qu'il n'y ait pas de mur entre nous. Et je sais que c'est de la folie, je sais que c'est trop rapide, je sais que Julie est morte il y a seulement 5 mois, mais le cœur ne respecte pas les calendriers sociaux. Catherine tremblait. Toute sa fibre rationnelle criait que c'était impossible, mais tout son cœur, ce cœur qui avait été mort et qui battait maintenant vif et chaud, criait la vérité opposée. « Moi aussi », murmura-t-elle.
et ce furent les mots les plus effrayants qu'elle ait jamais prononcés. Je me réveille, et la première chose à laquelle je pense est si Michel est déjà réveillé, mais la seconde est si je vais vous voir, si nous allons parler, si nous allons... Elle s'arrêta, rougissant. C'est mal, c'est inapproprié, mais c'est vrai. Henri réduisit la distance entre eux, ne la toucha pas encore, mais resta suffisamment près pour qu'elle sente sa chaleur, voie chaque détail de ce visage qu'elle avait étudié en secret pendant des mois. « Portez la robe au dîner, dit-il. Asseyez-vous à table non pas comme une employée, mais comme une femme de cette maison. Laissez-les voir ce que je vois. Une dignité qui ne peut s'acheter, une force qui ne peut s'hériter, et une beauté qui vient de l'intérieur. Et après ?» lui demanda-t-elle, car elle avait besoin de savoir. Après le dîner, après les visites, après que la société aura vu une nourrice assise à la table du baron, que se passera-t-il alors? Alors, dit Henri, et sa voix portait une promesse et une peur à parts égales. Nous le découvrirons ensemble, car je ne connais pas toutes les étapes, Catherine. Je ne sais pas comment nous surmonterons tous les obstacles, mais je sais que je veux essayer, que je vous veux ici, non pas comme une employée, comme... Il hésita, puis opta pour la vérité crue. Comme une compagne, comme quelqu'un à mes côtés, comme la mère de Michel, et si Dieu le permet, comme quelque chose de plus. Catherine ferma les yeux, luttant entre une peur paralysante et une espérance accablante. Quand elle les rouvrit, elle avait pris une décision. « Je porterai la robe, » dit-elle. « Je m'assiérai à votre table et j'affronterai les regards jugeurs et les chuchotements malveillants. Mais je le fais les yeux ouverts, Henri. Je le fais par choix, car si je dois être jugé de toute façon, que ce soit pour quelque chose de vrai, non pour des fantaisies qu'ils inventent sur moi. » Henri sourit alors, et ce fut un sourire vrai, large, qui transforma tout son visage. Il fit quelque chose qu'il n'avait pas encore fait. Il prit sa main, la porta à ses lèvres, embrassa le dos de ses doigts, avec une révérence qui fit monter les larmes aux yeux de Catherine. « Merci, dit-il, de croire en moi, de croire en nous. » Mais tandis qu'il sortait, laissant la robe bleue sur le lit comme une promesse et un défi à la fois, aucun des deux ne savait que des forces bien plus dangereuses que les commérages sociaux étaient sur le point de se lever contre eux. Des forces qui considéraient leur amour non seulement inapproprié, mais une menace directe à des intérêts bien plus grands que les sentiments. La robe bleu marine tombait parfaitement sur le corps de Catherine. Bénédicte l'avait aidée à attacher ses cheveux en un élégant chignon, laissant quelques boucles encadrer son visage. Quand elle se regarda dans le miroir, Catherine se reconnut à peine. Elle ne ressemblait plus à la veuve en deuil auto-imposé. Elle ressemblait à une femme. Juste une femme. Le dîner était prévu pour 19 heures. Henri l'attendait au bas de l'escalier, impeccable dans son costume sombre, cravate de soie, cheveux peignés en arrière. Quand il la vit descendre les marches, son expression valait 1000 mots, émerveillement, fierté et quelque chose de plus profond qui fit le cœur de Catherine sursauter. « Vous êtes éblouissante, » dit-il en lui offrant son bras. La salle à manger était impressionnante. Une longue table en palissandre pour 12 personnes, des cristaux scintillants, de l'argenterie ancienne, des bougies dans des chandeliers en argent et, assis autour, les invités. Le baron de Châteauroux et son épouse, la baronne Eugénie, femme de 50 ans, avec des yeux d'aigle et une posture qui criait le jugement. 2 autres propriétaires terriens avec leurs épouses et, à l'horreur de Catherine, Vincent Dubois avec sa nouvelle épouse, Martine. Le silence qui tomba quand Catherine entra fut lourd comme du plomb. « Permettez-moi de vous présenter, » dit Henri d'une voix ferme et claire, « Madame Catherine Moreau, qui a été une bénédiction pour cette maison et la salvation de mon fils Michel. »« Nourrice, » dit la baronne, et le ton transformait la profession honorable en insulte. « Il est intéressant que vous fassiez asseoir une employée à table, monsieur de Montaigne. »« Invité, » corrigea Henri froidement. « Comme vous tous. » Vincent s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. Martine, trop jeune pour comprendre tous les courants souterrains, ne faisait que regarder curieusement. Les autres échangeaient des regards significatifs. Le dîner fut une torture raffinée.
Chaque plat était servi à la perfection, mais chaque bouchée semblait une pierre dans la gorge de Catherine. Les questions venaient déguisées en politesse. « Et comment va votre famille, Madame Catherine? Toujours dans la même humble maison? Cela doit être intéressant de vivre dans un si grand domaine, très différent de vos origines, j'imagine. Le bébé tète encore à 6 mois? C'est prolongé. » Henri répondait avec une froideur croissante, mais Catherine savait qu'elle ne pouvait pas le laisser lutter seule. Lorsque la baronne demanda avec un venin à peine dissimulé « Et quand comptez-vous rentrer chez vous, ma chère? Michel n'a certainement plus autant besoin de vous. » Catherine répondit d'une voix claire et ferme « Je resterai aussi longtemps que nécessaire. Et le besoin, madame la baronne, ne se mesure pas seulement au lait. Il se mesure à l'amour, au dévouement et à la volonté de placer le bien-être d'un enfant au-dessus des conventions sociales vides. » Le silence qui s'ensuivit fut absolu. La baronne devint rouge. Vincent laissa tomber sa fourchette. Henri, assis en bout de table, souriait ouvertement. « Bien dit », commenta-t-il, levant sa coupe. La vérité dite avec courage. Personne d'autre ne trinqua. Le dîner se termina dans une atmosphère glaciale. Quand les invités partirent, Catherine entendit parfaitement la baronne dire à son mari « Scandale absolu, un baron et une... Cette femme, sous le même toit avec un bébé de quelques mois, c'est obscène. » 2 semaines après le dîner désastreux, Henri entra dans la chambre de Catherine avec une expression qu'elle avait appris à identifier. De sérieux problèmes. « Ma belle-mère revient de Bordeaux, » annonça-t-il sans détour. « Violette de Montaigne, la mère de Julie. Elle a embarqué il y a 3 semaines. Elle devrait arriver dans 10 jours. » Catherine sentit son estomac se nouer. Elle sait pour moi, probablement. Les nouvelles voyagent vite, mais même si elle ne le savait pas, elle viendrait prendre sa place de matriarche de la famille, comme elle le dira certainement. Violette est compliquée, dominatrice. Elle croit que la fortune des Montaigne doit rester dans la pure lignée. C'est elle qui a pratiquement forcé mon mariage avec Julie. Vous ne l'aimiez pas, réalisa Catherine. Vous vous êtes mariés par pression, par devoir, par attente familiale. Et regardez où cela a mené. Henri passa la main dans ses cheveux frustrés. Violette exigera que vous soyez renvoyé. Elle apportera des plans pour me marier à nouveau, probablement avec une cousine éloignée de Bordeaux, et elle fera de votre vie un enfer si vous le permettez. Alors, peut-être devrais-je partir, dit Catherine, même si l'idée la déchirait, avant que cela ne cause plus de problèmes. Non, le mot sortit comme un ordre. Ne fuyez pas, Catherine, pas maintenant. Pas quand nous avons enfin trouvé quelque chose de réel. Le réel ne paie pas les factures. Le réel ne protège pas la réputation. Le réel n'empêche pas la société de nous détruire. Peut-être pas, mais le réel est tout ce que nous avons, et je n'abandonnerai pas cela sans me battre. 10 jours plus tard, Violette de Montaigne franchit les portes du domaine Saint-Sébastien comme une tempête. Grande, mince, vêtue de noir absolu de deuil. Elle portait une autorité qui venait de décennies à commander des gens. Son visage était dur, ses yeux clairs, froids comme la glace de janvier. La première chose qu'elle fit fut d'exiger une réunion avec Henri. La seconde fut d'ordonner que Catherine lui soit présentée. La troisième fut de prononcer la sentence. Cette femme quitte cette maison aujourd'hui. Non, demain. Elle ne part pas aujourd'hui, répondit Henri avec un calme dangereux. Comment osez-vous me contredire? Je suis la matriarche de cette famille. C'est la maison de ma fille morte. C'est ma maison, corrigea Henri. Et Catherine reste. Elle est nourrice, une employée, et, d'après ce que j'ai entendu, bien plus qu'elle ne devrait l'être. Les rumeurs ont déjà atteint Bordeaux. Savez-vous que le baron de Châteauroux entretient une relation inappropriée avec une employée alors que le corps de son épouse est à peine froid? Julie est morte il y a 5 mois, dit Henri d'une voix dangereusement basse. Et Catherine n'est pas une relation inappropriée, c'est la femme qui a sauvé votre petit-fils quand il était en train de mourir, ce qu'aucune des nourrices choisies par vous n'a réussi à faire. Violette se tourna vers Catherine, qui observait tout en silence, Michel dans ses bras. « Combien voulez-vous pour partir? Dites le prix. 10 000 francs? 20 000?
Combien coûte votre dignité? Catherine sentit la colère monter, chaude et rapide. Ma dignité n'est pas à vendre, madame, contrairement à la vôtre, apparemment, puisque vous essayez d'acheter mon départ comme si j'étais du bétail sur le marché. Violette devint livide. Comment osez-vous me parler ainsi? Comment osez-vous me traiter comme si je n'étais pas une personne, comme si je n'avais pas donné des mois de ma vie à prendre soin de votre petit-fils, comme si ma seule valeur était monétaire? Catherine fit un pas en avant. Soyez tranquille, madame, je ne veux pas de votre famille, je ne veux pas de vos titres, je ne veux pas de votre fortune. Je suis ici pour Michel, et je ne partirai que lorsqu'il n'aura plus besoin de moi. Il n'a pas besoin de vous, cracha Violette. Il a besoin d'une mère appropriée, et j'en ai déjà trouvé une. Le silence qui s'ensuivit fut absolu. Qu'avez-vous fait? Demanda Henri lentement. Ma nièce Hélène Duval, 22 ans, en bonne santé, d'une bonne famille. Elle arrive dans 2 semaines de France. Vous vous marierez dès que le deuil approprié sera terminé, 1 an après la mort de Julie. Février, c'est déjà arrangé. Ce n'est rien d'arrangé, répondit Henri. Je n'épouserai personne que vous choisirez. Si vous voulez conserver ce domaine, ou avez-vous oublié qu'une partie significative des terres est au nom de la famille de ma défunte fille et que j'ai des pouvoirs légaux sur l'administration? Je peux vous rendre la vie très difficile, Henri, ou je peux tout faciliter. Il suffit d'être sensé. C'était du chantage, pur et simple. Et Catherine vit le conflit sur le visage d'Henri entre ce qu'il voulait et ce qu'il pouvait risquer. « Partez, Violette, dit-il finalement. Allez dans votre chambre, nous parlerons plus tard. » Lorsque sa belle-mère sortit, Catherine s'assit lourdement, Michel toujours dans ses bras. « Elle va y arriver, » dit-elle doucement. « Elle va nous séparer? Non. » Mais Henri ne sonnait plus aussi convaincu qu'avant. Pendant 2 semaines, la tension au domaine Saint-Sébastien était palpable. Violette commandait la maison comme si elle était la sienne, réorganisant, renvoyant des employés, en embauchant de nouveaux et toujours cherchant des moyens de séparer Catherine de Michel. « Le garçon est trop grand pour téter, » disait-elle. « Il est temps de le sevrer. Il est trop attaché à cette femme. Ce n'est pas sain. Quand Hélène arrivera, il devra être prêt à accepter une nouvelle mère. » Henri résistait, mais la pression augmentait. L'avocat de la famille apparut, apportant des documents qui prouvaient que oui, Violette avait un pouvoir légal sur une partie significative de l'héritage, que oui, elle pouvait faire de l'administration du domaine un cauchemar bureaucratique, que oui, il y avait des précédents de belle-mère prenant le contrôle dans des situations similaires. Et puis, un matin de décembre, Violette agit. Catherine se réveilla au bruit d'une voiture à la porte. Elle descendit en courant, Michel dans les bras, et trouva Violette supervisant des employés qui chargèrent des valises. « Mes valises? Qu'est-ce que vous faites » exigea Catherine. « Je vous renvoie là où vous appartenez, à votre petite maison à Châteauroux, à votre famille, à votre classe. Vous ne pouvez pas faire ça. Je peux et je le fais. J'ai l'autorité légale. » Le juge municipal, qui doit des faveurs à la famille Montaigne, a signé un ordre. Vous n'avez pas de contrat formel, pas de droits légaux. Vous êtes une employée, et les employés peuvent être renvoyés. « Henri !» cria Catherine désespérée. Il apparut en courant du bureau, le visage pâle. « Mère, qu'est-ce que vous faites ?»« Ce que j'aurais dû faire depuis le début. Protéger cette famille, protéger mon petit-fils des influences inappropriées. » Catherine n'est pas une influence inappropriée. Elle est une nourrice qui a rempli son rôle. Michel a déjà 8 mois. Il peut prendre du lait de vache, des bouillies. Il n'a plus besoin d'elle. « J'ai besoin d'elle, » dit Henri, et il y avait du désespoir dans sa voix. « Vous avez besoin d'une épouse appropriée. Et Hélène arrive la semaine prochaine. Tout est déjà arrangé. Le mariage aura lieu en février. Le domaine restera stable. Et cette femme ?» Elle désigna Catherine avec dédain. Elle retournera à l'obscurité d'où elle n'aurait jamais dû sortir. Catherine regarda Henri, vit l'amour dans ses yeux, mais vit aussi l'impuissance, et réalisa avec une douleur déchirante que peut-être l'amour n'était pas suffisant contre des forces aussi puissantes. « Ne le prenez pas, Michel !» implora-t-elle, les larmes coulant.
S'il vous plaît, laissez-moi faire mes adieux. » « Vous avez déjà fait vos adieux, » dit Violette froidement. « Garde, mettez-la dans la voiture. » Deux grands hommes s'avancèrent. Henri fit un pas en avant, mais Violette dit « Si vous intervenez, je retire tout soutien financier. Le domaine s'effondrera. Des centaines de familles qui dépendent de vous se retrouveront sans emploi. Réfléchissez bien. » C'était du chantage. C'était cruel. C'était injuste, mais c'était efficace. Catherine regarda Michel dans ses bras, ce petit visage qu'elle avait appris à aimer plus que sa propre vie. Elle embrassa son front, murmura « Maman t'aime, t'aimera toujours, n'oublie jamais. » Et puis, avec une douleur qui déchirait son âme en morceaux, elle remit le bébé à Bénédicte, qui pleurait ouvertement, et se laissa conduire à la voiture. La dernière chose qu'elle vit fut Henri, immobile comme une statue, les poings serrés, les larmes coulant, luttant entre l'amour et le devoir, entre le cœur et la responsabilité. Et puis les portes de fer du domaine Saint-Sébastien se refermèrent derrière elle, et Catherine Moreau, pour la deuxième fois en moins d'un an, perdit tout. Catherine passa 3 jours enfermée dans sa chambre à Châteauroux, refusant de manger, pleurant jusqu'à ne plus avoir de larmes. Madame Amélie tentait de la consoler, mais quels mots pouvaient apaiser la douleur de perdre un enfant pour la deuxième fois? Car c'était ce qu'était devenu Michel, son fils, non par le sang, mais par le choix, l'amour, le dévouement. Le 4e jour, Bénédicte apparut à la porte des Moreau. « Michel est malade !» annonça-t-elle sans préambule, le visage marqué par une profonde inquiétude. « Il a arrêté de manger, pleure sans arrêt, a de nouveau de la fièvre. Ils ont amené 3 nourrices différentes. Il les refuse toutes, comme il y a 8 mois. » « Il est en train de mourir, Catherine. Il est en train de s'éteindre. » Catherine se leva du lit, encore faible, encore brisée, mais avec une clarté soudaine, traversant le brouillard de la douleur. Henri le sait? Il sait, il est désespéré. Violette dit que c'est un caprice d'enfant qui passera, mais ce ne sera pas le cas. Je sais que ce ne sera pas le cas. J'étais là quand il a failli mourir la première fois. C'est la même chose. Il est en train de s'éteindre. Pourquoi êtes-vous venu me chercher? Violette vous punira pour ça. Qu'elle me punisse. Je ne resterai pas les bras croisés à regarder un enfant mourir par l'orgueil d'une vieille femme amère. Bénédicte prit les mains de Catherine. Revenez, non pas pour vous, non pas pour Henri, pour Michel. Il a besoin de vous. Et alors Catherine prit une décision, la décision qui changerait tout. Je reviendrai, dit-elle, la voix ferme pour la première fois depuis des jours, mais pas comme une employée, pas comme une nourrice que l'on peut jeter à tout moment. Je reviendrai comme une femme qui choisit de rester. Et si Violette essaye de me chasser à nouveau, elle devra m'arracher de force, car je ne permettrai plus aux autres de décider de mon destin. Lorsque Catherine Moreau franchit les portes du domaine Saint-Sébastien cet après-midi de décembre, elle n'était plus la femme effrayée et brisée qui était partie 3 jours plus tôt. Elle était une guerrière, elle était une mère, elle était une femme qui avait décidé que son amour, tant pour Michel que pour Henri, valait la peine de se battre, valait la peine d'affronter, valait la peine de tout risquer. Et il était temps de le prouver. Le soleil de l'après-midi baignait le domaine Saint-Sébastien d'une lumière dorée, quand Catherine traversa le hall d'entrée sans demander permission, sans s'annoncer, marchant simplement d'un pas ferme directement vers l'escalier. Bénédicte, qui l'avait vue arriver, fit un signe discret. 2e étage, première chambre à droite. Catherine monta les marches 2 par 2. Elle ne frappa pas à la porte, elle l'ouvrit simplement. Henri était assis dans le fauteuil à côté du berceau, Michel dans les bras, et le bébé pleurait faiblement, ce pleur épuisé qu'elle connaissait trop bien. Henri leva les yeux et, en la voyant, son visage passa par une suite d'émotions, choc, soulagement, amour, peur. « Catherine !» Elle ne répondit pas. Elle marcha simplement vers lui, tendit les bras. Henri lui tendit Michel et le bébé se calma immédiatement, se blottissant contre elle comme s'il rentrait à la maison. Ses petites mains s'agrippèrent à sa blouse. Les petits pleurs cessèrent, remplacés par des soupirs entrecoupés. La fièvre brûlait encore, mais ce n'était plus du désespoir. C'était juste un corps fatigué,
reconnaissant la sécurité. « Il a besoin de téter », dit Catherine calmement. Elle s'assit, défit sa blouse, et Michel commença à s'alimenter avec l'urgence de quelqu'un qui avait été affamé trop longtemps. C'est alors que Violette entra. « Que faites-vous ici? Je vous ai renvoyé. » Catherine leva les yeux, et il y avait quelque chose en elle qui fit même hésiter Violette. « Peu importe, je suis de retour, et je ne partirai plus. Je vais appeler les gardes, je vais appeler le juge, je vais vous faire enlever de force. »« Faites-le » dit Catherine avec un calme qu'elle ne ressentait pas, mais qu'elle choisit de projeter. « Appelez-les. Mais en attendant, votre petit-fils, Madame Violette, est en train de mourir pour la 2e fois. Et vous, dans votre obsession de contrôle et de pure lignée, vous le tuez. Vous tuez la seule famille que votre fille a laissée. Comment osez-vous? Comment oser? Comment oser dire la vérité ?» Catherine se leva, Michel t'étant toujours, tranquille. « Je vais vous dire comment j'ose. J'ai perdu mon propre fils. Je sais ce que c'est de tenir un corps sans vie dans ses bras. Je sais ce que c'est de sentir qu'on a échoué à la seule fonction qui comptait. Et je me suis juré que plus jamais, jamais, je ne permettrais qu'un enfant meure si je pouvais l'empêcher. » Elle marcha jusqu'à se retrouver face à face avec Violette. « Vous voulez marier Henri à votre nièce? Vous voulez préserver la lignée? Vous voulez garder la fortune dans la famille? Faites-le, mariez-les. Mais ne retirez pas à Michel la seule mère qu'il connaisse. Car je ne suis pas une nourrice, Madame Violette. Je suis sa mère, peut-être pas de sang, mais par choix, et cela vaut plus. Vous n'êtes rien, une employée, une roturière. Je suis Catherine Moreau, dit-elle, la voix montant. Fille de greffier, petite-fille de sage-femme, arrière-petite-fille d'une esclave affranchie. Je porte des histoires de femmes fortes dans mon sang, des femmes qui ont survécu quand le monde entier était contre elles. Et je ne m'inclinerai pas parce qu'une dame titrée pense que je suis inférieure. » Les larmes commencèrent à couler sur son visage, mais elle ne les essuya pas. Elle les laissa couler, pures et honnêtes. « J'ai perdu mon fils parce que Dieu avait d'autres plans. Mais j'ai gagné Michel, et si l'aimer est un crime, si prendre soin de lui est un scandale, alors condamnez-moi, punissez-moi, mais vous ne me l'enlèverez plus. Il faudrait d'abord me tuer. » Le silence qui s'ensuivit fut absolu. Violette regarda Catherine comme si elle la voyait pour la première fois, et peut-être était-ce le cas. Peut-être, pour la première fois, voyait-elle non pas une employée, non pas une menace, mais simplement une mère, simplement une femme prête à mourir pour l'enfant dans ses bras. Ce fut Henri qui brisa le silence. « Je vais épouser Catherine, » dit-il en se levant. « Pas Hélène, pas quelqu'un que vous choisirez. Je vais épouser Catherine parce que je l'aime, parce que sans elle, cette maison n'est qu'un bâtiment. Sans elle, Michel est en train de mourir. Sans elle, je suis en train de mourir. »« Vous allez tout perdre, » dit Violette. Mais sa voix n'avait plus la force d'avant. « La société vous rejettera. Les autres familles aristocratiques vous tourneront le dos. Vous serez un paria. »« Alors je serai un paria avec dignité, » répondit Henri, « avec vérité. Et cela vaut infiniment plus que l'approbation de gens qui valorisent le titre plus que l'humanité. » Il marcha vers Catherine, plaça sa main libre, celle qui ne tenait pas Michel, dans la sienne. « Épousez-moi, non pas parce que vous en avez besoin, non pas parce que c'est une solution commode, mais parce que vous le choisissez, parce que vous le voulez, parce que vous ressentez la même chose que moi. » Catherine le regarda, cet homme qui avait traversé la tempête pour la chercher des mois auparavant, qui avait respecté sa douleur, qui l'avait traitée avec dignité quand le monde entier l'appelait maudite, qui aimait son fils avec une intensité qui l'émouvait, et qui maintenant l'aimait aussi, non pas malgré ses origines, mais en les incluant. « J'épouse, » dit-elle. « J'épouse parce que je le choisis, parce que je vous aime, parce que Michel mérite des parents qui s'aiment, et parce que j'ai appris que le bonheur ne demande pas la permission à la société. » Violette fit une dernière tentative.
convoqua le juge municipal, présenta des documents, argua des lois et des précédents, mais Henri avait un atout qu'elle n'attendait pas. « J'ai trouvé vos dettes de jeu à Bordeaux », dit-il calmement, étalant des documents sur la table de la bibliothèque, considérables, et j'ai découvert qu'une partie de l'argent que vous pensiez investir dans le domaine a en fait été détournée pour les couvrir. C'est un détournement de fonds, un crime. Violette pâlit. Vous n'oseriez pas l'exposer publiquement. Non, je suis prêt à perdre ma réputation par amour, mère. Ne doutez pas de ce que je suis prêt à faire. Il se pencha sur la table. Mais je vous offre un accord. Vous retournez au Portugal. Vous renoncez à toute revendication sur l'héritage de Julie, qui devrait légalement revenir à Michel de toute façon. Et en échange, je paie vos dettes discrètement, sans exposition. Et si vous refusez, alors le scandale sera bien pire qu'un mariage entre aristocrates et roturières. Ce sera l'histoire de la matriarche de la famille qui perd sa fortune aux tables de jeu et vole sa propre famille. Choisissez sagement. Violette regarda autour de la bibliothèque, vers la maison qui avait été celle de sa fille, vers son petit-fils qui n'avait jamais accepté son autorité, vers son gendre qu'elle avait découvert bien plus fort qu'elle ne l'avait imaginé, et reconnut sa défaite. « Vous le regretterez, dit-elle, mais ce n'était plus une menace, c'était juste les mots vides d'une femme qui avait perdu la guerre. » 2 jours plus tard, Violette de Montaigne embarquait de nouveau pour le Portugal, n'emportant avec elle que ses bagages personnels et la promesse de dettes payées. Hélène Duval, informée de la situation, déclina gentiment l'invitation au mariage et finit par épouser un commerçant prospère au port. Le juge municipal, sans le soutien des Montaigne et exposé pour ses dettes envers la famille, cessa silencieusement d'interférer. Les commérages continuèrent, ils continuent toujours, mais ils perdirent de leur force lorsque la société réalisa qu'Henri ne s'en souciait pas, qu'il avait choisi l'amour plutôt que l'approbation et qu'il était heureux de son choix. Et Châteauroux apprit progressivement une leçon précieuse, que la dignité ne vient pas du berceau, mais du caractère, et que l'amour véritable défie toutes les attentes. Février 1886 se leva avec un ciel clair et un soleil doré, baignant le Berry. Il n'y eut pas de grand mariage dans l'église principale. Il n'y eut pas des centaines d'invités en tenue formelle. Il n'y eut pas de faste aristocratique. Henri et Catherine choisirent différemment. Sous le lilas fleuri qui s'épanouissait abondamment à l'arrière du domaine Saint-Sébastien, entouré seulement des personnes qui comptaient vraiment. Bénédicte, les employés du domaine, les parents de Catherine, quelques vrais amis, ils se marièrent. Le vieux curé, ami de la famille, qui avait toujours valorisé l'amour plus que les protocoles, célébra une cérémonie simple mais émouvante. Michel, maintenant âgé de 10 mois et en pleine santé, était dans les bras de Madame Amélie, balbutiant des sons joyeux. Quand vint l'heure des vœux, Henri tint les mains de Catherine avec une fermeté qui parlait d'une certitude absolue. « Catherine, commença-t-il, la voix émue, quand j'ai frappé à votre porte cette nuit pluvieuse, je portais mon fils mourant, mais je portais aussi ma propre mort spirituelle. J'étais brisé, vide, sans espoir. Vous n'avez pas seulement sauvé Michel, vous m'avez sauvé. Vous m'avez appris que la famille n'est pas une question de sang ou de titre, mais de choix et de dévouement. Aujourd'hui, je promets de prendre soin de vous, non pas parce que c'est correct aux yeux de la société, mais parce que c'est vrai dans mon cœur. Je promets de respecter vos origines autant que mon héritage, car les deux nous ont formés. Je promets d'être un partenaire, pas un maître, un ami, pas un contrôleur, et je promets de vous aimer, non pas malgré qui vous êtes, mais exactement pour cela. Je ne vous choisis pas par obligation, mais par une gratitude infinie pour être entré dans ma vie. Catherine, les larmes coulant librement, serra ses mains. « Henri, dit-elle d'une voix claire et ferme, je ne suis pas née dans un berceau d'or, je n'ai pas de titre, je n'ai pas de fortune, je n'ai pas de noble lignée. Je suis fille de la terre, du travail honnête, de la lutte quotidienne. Mais me voici avec le cœur plein et les mains prêtes à construire. Aujourd'hui, je promets de prendre soin de vous et de Michel, non pas d'un lieu idéalisé de perfection, mais de la réalité de qui je suis.
Je promets d'apporter à cette maison non seulement l'amour maternel, mais la force des femmes qui m'ont précédé. Des femmes qui ont survécu, résisté, fleuri là où d'autres ne voyaient que terre stérile. Je promets l'honnêteté, même quand elle fait mal, le travail même quand il fatigue, et l'amour, surtout quand il est difficile. Et je promets d'être la mère de Michel, non pas parce que je remplace celle qui l'a porté, mais parce que je choisis de l'aimer comme si je l'avais porté. Le curé sourit, les yeux humides. Je vous déclare mari et femme. Que Dieu bénisse cette union construite, non sur des conventions, mais sur le courage. Quand Henri embrassa Catherine là, sous les branches fleuries du lilas, avec des pétales violets tombant comme une bénédiction naturelle, tous les présents applaudirent. Michel cria avec enthousiasme, tendant ses petites mains vers sa mère. Madame Amélie pleurait ouvertement. Bénédicte essuyait discrètement ses yeux. Et Catherine Moreau, maintenant Catherine de Montaigne, savait que le titre n'était qu'un détail. Ce qui importait, ce qui importerait toujours, c'était qu'elle était là où elle avait choisi d'être, avec qui elle avait choisi d'aimer, créant une famille qu'aucun livre de lignée ne pourrait documenter adéquatement, car sa valeur était écrite dans le cœur, non sur le papier. Là où d'autres voyaient une femme maudite, Henri avait su voir une bénédiction. Et là, sur ce sol auparavant marqué seulement par la perte, fleurit quelque chose qui ne demandait la permission à personne. Un amour véritable, une famille choisie, une dignité reconquise, non pas parce que c'était facile, mais parce que c'était vrai. Des années s'étaient écoulées depuis cet après-midi de février sous le lilas fleuri, lorsque Catherine et Henri avaient uni leur vie devant peu de témoins sincères. Depuis, le domaine Saint-Sébastien avait connu une transformation qui allait bien au-delà des plantations de café productives et des demeures bien entretenues. Il avait connu une vie pleine, des rires d'enfants résonnant dans les couloirs, un amour mûri en racines profondes et un but qui transcendait les profits et les lignées. Le temps avait laissé ses marques, mais la marque la plus profonde était la joie qui avait enfin trouvé une demeure permanente dans cette maison qui n'avait auparavant gardé que deuil et silence. Michel, maintenant âgé de 9 ans, chevauchait dans les champs avec la confiance qu'il avait héritée de son père et la curiosité insatiable de sa mère. Grand pour son âge, il avait les yeux sombres et intenses d'Henri, mais le sourire large et généreux de Catherine. Intelligent, observateur, il passait ses matins à aider son père à l'administration du domaine, ses petits doigts, mais habiles, enregistrant des chiffres dans les livres de comptabilité. L'après-midi, il retrouvait sa mère à la maison de naissance qu'elle avait établie à l'arrière de la propriété, fascinée par les plantes médicinales et les naissances qui y avaient lieu. « Je serai médecin », avait-il déclaré avec la conviction d'un enfant qui connaît son chemin, « et je prendrai soin des mères et des bébés comme vous avez pris soin de moi. » Julie, âgée de 6 ans, avait reçu le prénom de la mère qu'il avait mise au monde avec Henri, mais elle était purement l'esprit de Catherine. Douce mais déterminée, calme mais observatrice, elle avait des cheveux châtains bouclés qui dansaient au vent lorsqu'elle courait dans les jardins cueillir des fleurs pour sa mère. Elle chantonnait des mélodies inventées tout en travaillant, aidant Bénédicte dans la cuisine, créant des histoires élaborées pour les poupées de chiffon que Madame Amélie cousait. Elle était une médiatrice naturelle entre ses frères et sœurs, trouvant toujours des solutions créatives aux conflits enfantins. Pierre, 4 ans, était une tempête contenue dans un petit corps, les cheveux lisses comme ceux d'Henri, mais un esprit aventureux tout à lui. Il grimpait aux arbres les plus hauts qu'il ne devait, explorait les recoins interdits du domaine, rentrait à la maison couvert de boue et fier de ses découvertes, des pierres intéressantes, des nids d'oiseaux, des fruits sauvages. Henri voyait en lui sa propre enfance, cet élan de découvrir le monde sans peur, et le guidait sans le réprimer. Et Hélène, 2 ans, la Benjamine aux yeux clairs, unique dans toute la famille, qui avait surpris tout le monde à sa naissance. Calme et contemplative, elle passait des heures à observer, traitant le monde autour d'elle avec une gravité comique pour son si jeune âge.
Elle suivait Michel avec une adoration absolue, l'appelant « Michelou » d'une voix qui faisait fondre tous les cœurs. Henri, maintenant âgé de 41 ans, avait des premiers cheveux gris aux tempes, de douces rides autour des yeux, des rides de quelqu'un qui avait beaucoup souri ces dernières années. Il travaillait encore dur dans les champs, administrait toujours le domaine avec compétence, mais il y avait en lui une légèreté qui n'existait pas auparavant. Quand il regardait Catherine, et il la regardait fréquemment comme s'il ne croyait toujours pas complètement qu'elle était sienne. Ses yeux brillaient d'une tendresse que les années ne parvenaient pas à estomper. Catherine, 33 ans, avait un corps marqué par 4 grossesses, des mains plus calleuses que jamais, du travail constant à la maison de naissance, des cheveux avec quelques fils blancs, prématurés, mais elle rayonnait d'un bonheur qui la faisait paraître plus jeune. Elle se levait tôt tous les matins, embrassait son mari encore endormi, vérifiait chaque enfant avant de commencer sa journée et se dirigeait vers la maison de naissance, où elle aidait les femmes pauvres de la région à avoir des accouchements sûrs, gratuits, dignes. Elle était respectée, aimée, recherchée non seulement pour les accouchements, mais pour les conseils, les remèdes, les paroles de réconfort. La routine familiale était établie mais flexible. Petit déjeuner tous ensemble à 7 heures. Henri et Michel pour l'administration et les champs. Catherine pour la maison de naissance ou les jardins médicinaux. Julie et Pierre pour les études avec un professeur particulier qui venait 3 fois par semaine. Henri insistait pour que ses enfants aient une éducation de qualité, mais Catherine insistait pour qu'ils apprennent aussi avec les mains dans la terre. Hélène circulait librement, sous la surveillance de Bénédicte, qui avait maintenant un rôle de grand-mère plus que de gouvernante. Déjeuner à 14 heures, tous réunis, parlant de la journée, partageant des découvertes. Après-midi plus libre, les enfants jouant, les parents travaillant mais toujours disponibles. Dîner à 19 heures, puis l'heure des histoires avant de dormir. Henri et Catherine se relayaient pour raconter des histoires. Lui de chevalier et de dragon, elle de plantes magiques et de femmes sages. Puis, quand les enfants dormaient, leur temps à eux. Des conversations sur la véranda, du thé chaud, les mains entrelacées, des silences confortables de ceux qui n'ont pas besoin de mots pour se comprendre. Ils étaient une famille, non pas parfaite, la perfection n'existe pas, mais vraie, et cette vérité valait plus que n'importe quel conte de fées. Le domaine Saint-Sébastien s'était transformé en quelque chose bien au-delà d'une propriété productive. Les plantations de café continuaient à bien rapporter. Henri était un administrateur compétent, mais la propriété avait acquis un nouveau cœur, la maison de naissance que Catherine avait établie 3 ans après leur mariage. Construite en bois clair, de larges fenêtres pour laisser circuler la lumière et l'air, un jardin médicinal à l'arrière. La maison de naissance offrait aux femmes pauvres de la région ce que la société leur refusait, la dignité. Il n'y avait pas de jugement là-bas. Peu importait qu'elles soient mariées ou célibataires, riches ou misérables, blanches ou noires. Il importait seulement qu'elles portaient la vie et avaient besoin d'aide. Catherine, formée par sa grand-mère sage-femme et maintenant expérimentée dans des dizaines d'accouchements, travaillait avec 2 assistantes, d'anciennes esclaves qu'elle avait elle-même formées. Elle enseignait sur les herbes pour la douleur, les positions pour faciliter la naissance, les soins postpartum et plus important encore, elle enseignait que la maternité n'avait pas de visage juste, de couleur juste, de classe juste, que toute mère méritait le respect. La communauté qui, des années auparavant, l'avait traitée de maudite, la cherchait maintenant en cas de besoin. Madame Catherine était un nom prononcé avec respect, gratitude, voire révérence. Des mères qu'elle avait aidées revenaient avec leurs enfants en bonne santé pour montrer leur gratitude. Des familles entières apparaissaient au domaine, non pas pour demander des faveurs, mais pour offrir un travail honnête en échange des salaires justes qu'Henri payait. La société de Châteauroux elle-même, bien qu'encore conservatrice, avait appris une leçon importante, que le mariage d'Henri et Catherine n'était pas un scandale scandaleux, mais un exemple de courage. D'autres femmes inspirées commencèrent à remettre en question les mariages arrangés. D'autres hommes, voyant le bonheur sincère d'Henri, commencèrent à valoriser l'amour plutôt que la convenance.
Ce ne fut pas un changement rapide, ce ne fut pas une révolution, mais ce fut une évolution. Et parfois, l'évolution est tout ce que l'on peut espérer. Vincent Dubois, l'ancien fiancé de Catherine, ne prospéra jamais après son mariage avec Martine. Il découvrit trop tard qu'il s'était marié pour la dot, pas par amour. Et la dot ne réchauffait pas le lit froid. Martine, trop jeune pour se marier, avait grandi pleine de ressentiments et distante. Ils eurent 3 enfants. Mais leur maison fut toujours un territoire de guerre froide, pas d'amour. Vincent vieillissait mal, buvant trop, gérant mal la propriété héritée, évité dans les cercles sociaux à cause de l'amertume qu'il portait. Quand il voyait Catherine au village, occasionnellement, il détournait rapidement le regard, non par mépris, mais par honte. Il savait qu'il avait laissé partir une femme extraordinaire par lâcheté, et aucune somme d'argent ne compensait cette perte. La baronne Eugénie, qui avait tant jugé Catherine lors de ce dîner désastreux, perdit progressivement son influence sociale. Il fut découvert que plusieurs de ses critiques envers les gens étaient basées sur une jalousie mal dissimulée. Lorsque sa propre fille choisit de se marier contre sa volonté, la baronne se retrouva isolée, amère, recevant exactement le genre de jugement qu'elle avait toujours distribué aux autres. Elle mourut solitaire à 60 ans. Ses funérailles peu fréquentées, oubliées par la même société qu'elle avait tant essayé d'impressionner. Violette de Montaigne était restée au Portugal. Elle envoyait occasionnellement de brèves lettres demandant des nouvelles de Michel, mais n'exprimait jamais de regret, ne demandait jamais pardon. Henri répondait avec une froide politesse, envoyant des portraits des petits-enfants qu'elle avait choisi de ne pas connaître. Violette mourut à Bordeaux à 70 ans, entourée de possessions, mais pas de personne. Ses funérailles furent un événement social, mais vide d'émotions véritables. L'ironie ne passa pas inaperçue à ceux qui connaissaient l'histoire. La femme qui avait tant valorisé la lignée et la tradition mourut sans véritable famille à ses côtés. Catherine ne parlait pas d'eux, non par rancune, mais par un véritable dépassement. Elle avait appris que certaines personnes portent l'amertume jusqu'à la mort, et qu'il ne lui appartenait pas de les sauver. Sa mission était de bien vivre, d'aimer profondément, d'élever ses enfants avec des valeurs opposées à celles qu'on avait tenté de lui imposer. Et en cela, elle triomphait quotidiennement. Un après-midi de décembre 1894, le soleil couchant teintant le ciel d'orange et de rose, Catherine et Henri marchèrent jusqu'à la colline, derrière la grande maison, leur endroit préféré, d'où ils pouvaient voir toute la propriété s'étendre en contrebas et l'horizon des montagnes au-delà. Les enfants jouaient sur la véranda, sous la surveillance de Bénédicte. Des rires d'enfants résonnaient doucement au loin. Henri tint la main de Catherine, entrelaçant leurs doigts comme il le faisait toujours, un geste aussi naturel que respiré après 9 ans ensemble. Parfois, je m'arrête et je pense, dit-il, regardant le domaine en contrebas, que tout a commencé par une nuit de désespoir, que j'ai frappé à votre porte portant Michel mourant, sans espoir, sans plan, juste l'instinct d'un père désespéré. Et j'ai ouvert, compléta Catherine, souriant. J'ai ouvert parce que j'ai reconnu le désespoir, parce que je savais ce que c'était de porter la mort dans ses bras et de ne pas pouvoir l'empêcher. Avez-vous imaginé que ce serait ainsi ? Demanda Henri, se tournant pour la regarder. Cette nuit-là, quand vous avez accepté de venir ici, avez-vous imaginé que nous aurions cela ? Une famille, l'amour, la vie. Catherine réfléchit avant de répondre. Je n'ai pas imaginé. Comment aurais-je pu ? J'étais une femme maudite, jetée dans la maison d'un aristocrate pour sauver un bébé qui n'était pas le mien. J'espérais survivre, peut-être guérir partiellement. Mais cela... Elle désigna le domaine, la maison pleine de vie, les enfants jouant. C'était un rêve trop grand pour oser rêver. Et pourtant, c'est là, dit Henri, portant sa main à ses lèvres, embrassant le dos de ses doigts, comme il l'avait fait d'innombrables fois. Ma femme, la mère de mes enfants, la femme qui a transformé une maison hantée par la mort en un foyer radiant de vie. Nous avons transformé, corrigea Catherine. Vous auriez pu me traiter comme une employée.
Vous auriez pu céder aux pressions sociales, vous auriez pu choisir le chemin facile, mais vous avez choisi le difficile parce que c'était vrai. Cela vaut plus que de l'or. Henri la tira dans une étreinte, et elle se blottit contre sa poitrine, écoutant les battements de son cœur ferme et constant. Son odeur de café, de terre, de savon, quelque chose d'indéfinissable qui n'était que lui, c'était sa maison pour elle. « Savez-vous ce qui m'impressionne le plus ?» dit Catherine contre sa poitrine. « Ce n'est pas que nous ayons survécu au jugement, c'est que nous ayons fleuri malgré eux, que nous ayons construit quelque chose de si solide, de si vrai, que la société a fini par devoir en reconnaître la valeur. Non pas parce que nous avons changé qui nous sommes, mais parce que nous avons refusé d'avoir honte de qui nous sommes. Vous m'avez appris cela, dit Henri. La dignité qui vient de l'intérieur, non d'un titre, la force qui vient du caractère, non du berceau, l'amour qui choisit, non qui obéit. » Ils restèrent là, enlacés, tandis que le soleil finissait de se coucher. Les lumières commençaient à s'allumer dans la grande maison. Bénédicte appelait les enfants à l'intérieur. Michel apparut sur la véranda, regarda vers la colline, fit un signe en voyant ses parents. Julie le rejoignit, puis Pierre et Hélène. « Allons-y » demanda Henri. « Allons-y » acquiesça Catherine. Ils descendirent la colline main dans la main, marchant vers la maison illuminée, vers leur famille.